ravi de voir tout ce monde pour cette sortie du guide et cet événement, cette table ronde, qui conclut également notre cycle de rencontres qu'on a mené tout au long de l'année dans plusieurs villes de France. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrés Guinolfi, je suis le directeur de l'association Respect Éducation Média. Et je suis accompagné de Mathilde Prévost, responsable de la coordination pédagogique. Notre équipe est également constituée de Jeanne Boeuf, en charge du développement et des partenariats, et de Nathan Rigaud, chargé de la coordination de nos ateliers. Très rapidement, avant que l'événement se passe, je voulais un peu résumer et présenter Respect Éducation Média. C'est une association qui est née en 2015 au sein du groupe SOS Culture et qui avait pour ambition de porter des actions d'éducation aux médias à la fois au sein des structures du groupe SOS, mais également au sein des missions locales, des centres sociaux, des écoles de la seconde chance et de toutes les structures et associations qui accueillent des publics jeunes au sens large, entre 12 et 25 ans, hors des temps scolaires. Notre ambition a toujours été de porter les outils de l'éducation aux médias auprès des publics les plus éloignés. Et c'est également dans ce sens qu'on a également développé depuis 2 ans des formations et des outils à destination des professionnels socio-éducatifs, afin de, qu'ils et elles puissent être sensibilisés à leur tour à l'éducation aux médias, et également, dans un second temps, qu'ils puissent proposer des actions auprès de leur public. Voilà, et c'est enfin du coup une des dernières raisons et la raison de votre présence ce soir. On a la particularité de créer nos propres outils pédagogiques et vous en avez un dans les mains, ce guide pédagogique, et on vous présentera à l'issue de cette soirée également un second, une petite surprise, une version presque finalisée de notre jeu pédagogique Infolympics, un serious game en ligne. Voilà, mais je laisse la parole à Mathilde Prévost qui va nous présenter de manière plus approfondie ce guide. Déjà, merci à tous d'être ici. Donc ce guide, effectivement, il est parti un peu d'un constat durant les ateliers où on s'est rendu compte que les jeunes, mais nous aussi, on s'informe quand même principalement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et notre positionnement pédagogique, c'est pas d'interdire cette pratique, mais plutôt comment bien le faire. Parce qu'on est quand même conscient qu'il y a beaucoup de mésinformations, malinformations, fausses informations sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais ça reste une source d'informations qui peut être fiable. Et donc, l'idée, c'est comment bien s'informer sur les réseaux sociaux. Donc, on a travaillé cette thématique toute l'année. On a fait plusieurs conférences. On a commencé à Paris avec une conférence sur le cyberharcèlement. Une seconde sur l'intelligence artificielle à Lyon et une dernière sur la place des influenceurs et des créatrices de contenu à Marseille. Donc on a appris beaucoup de choses. Ces conférences, vous pouvez les trouver sur notre site et les voir un petit peu comme un complément du guide. Et donc ce guide, il est à destination un peu des curieux, des curieuses, des plus jeunes, des moins jeunes, des personnes qui encadrent la jeunesse. Il est pensé en 3 parties. Donc, la première, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de bien s'informer sur les réseaux sociaux. La seconde, c'est les opportunités qu'offre l'information sur les réseaux sociaux. La dernière, c'est plutôt la pédagogie à adopter sur les réseaux sociaux. Et donc, vous allez trouver des idées d'activités, des définitions, des ressources, beaucoup de lexique et surtout des contenus fiables, en fait, où trouver du contenu fiable. Et il y a des interviews de spécialistes. On en a 2 avec nous ce soir. Donc, il y a Marie Janssen, qui est journaliste formatrice spécialisée en EMI, Nasser Boubaker, qui est journaliste pour France Info. Donc, on est ravis qu'il soit venu présenter le guide également ce soir. Donc, on espère qu'il est assez complet. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des exercices, mais aussi de vraiment comprendre les enjeux qui se jouent sur les réseaux et de continuer à pouvoir s'informer finalement sur ces plateformes en toute sécurité, j'ai envie de dire. Et effectivement, il y a aussi Infolympics qui est un peu le dernier complément de ce guide. Infolympics, c'est notre petit serious game. On en a un déjà qui s'appelle Mission des Infox, qui est plutôt sur repérer les fausses informations. Et Infolympics, c'est muscler son esprit critique. Donc il y a 4 petites épreuves un peu sportives et vous pourrez le découvrir tout à l'heure.
Et donc, on a le plaisir d'avoir Natacha Lémine, qui est journaliste aussi spécialisée en EMI, avec qui on travaille sur Marseille et qui a été à la coordination de la rédaction de ce guide et qui va animer cette table ronde ce soir. Donc, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir, si nombreux. Merci à ceux qui nous suivent en direct sur le stream LinkedIn et sur YouTube. Donc, on a à peu près une heure et demie de débat avec nos 3 invités que je vais vous présenter. Et puis, à la fin, il y aura possibilité pour vous, si vous le souhaitez, de poser quelques questions. Donc, je vous présente nos invités. Donc, on a Marie Jensen, qui est donc journaliste en charge de l'EMI au sein de l'association Journalisme et Citoyenneté, qui organise chaque année les assises du journalisme. Anne Alombert, maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Paris 8, membre du Conseil national du numérique, qui a notamment co-rédigé le rapport Votre attention, s'il vous plaît. Et Nasser Boubaker, donc journaliste à C'est quoi l'info, qui est le programme d'actualité quotidienne de France Info pour les 12-18 ans. C'est bien ça. C'est ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et tout à l'heure, à la fin du débat, nous recevrons aussi Mathilde Combe, qui est chargée de mission à la délégation à la régulation des plateformes numériques au ministère de la Culture et qui nous expliquera tout sur le DSA, le Digital Services Act, un règlement européen qui vise à responsabiliser et réguler les plateformes. Voilà. Alors, bienvenue à tous les 3. Avant qu'on commence nos échanges, j'aimerais juste vous partager quelques chiffres qui me semblent intéressants pour éclairer le sujet. Si on peut mettre la slide avec les quelques chiffres. Voilà, donc plus de 70% des Français s'informent sur Internet. 63% des jeunes utilisent les réseaux sociaux pour suivre l'actualité. On est à peu près à 31% pour la population générale. TikTok est la première source d'information chez les 12-25 ans. Et le dernier chiffre qui va faire mal à tout le monde, il y a 10 ans, 17% des Français possédaient un smartphone et TikTok n'existait pas. Voilà. Marie, commencez par prendre la parole. Vous qui intervenez régulièrement dans les ateliers d'éducation média auprès des jeunes, est-ce que ces chiffres vous semblent refléter la réalité, ce que vous voyez sur le terrain ? Complètement, même si évidemment ça fait mal de voir qu'il y a 10 ans, on n'était que 17% avec un smartphone, parce qu'on a tous l'impression aujourd'hui de vivre avec au quotidien. Moi, dans mon expérience sur le terrain, clairement, quand je vais à la rencontre des jeunes, et parfois des moins jeunes aussi, mais surtout les jeunes, Internet, les réseaux sociaux, c'est leur quotidien. Et parfois, on entend que c'est pas une bonne chose, qu'ils sont trop sur les écrans, qu'ils sont un peu décérébrés. Moi, je le pense absolument pas, et je pense que c'est vraiment important de le dire. Ils sont sur les réseaux sociaux, et parfois, ils s'informent aussi à travers les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on va aborder tout au long de ce débat. On peut trouver de la bonne information sur les réseaux sociaux. Donc, à travers les réseaux sociaux, il n'y a pas que des mauvaises choses. Et pour commencer ce débat, je pense que c'était important de le dire. Nasser, vous aussi, c'est votre quotidien, les réseaux sociaux, forcément ? Oui, c'est vraiment mon quotidien. Ouais. Donc, nous, C'est quoi l'info ? C'est en fait une offre pour les 12-18 sur les réseaux sociaux. C'est notamment des vidéos courtes pour essayer aussi d'avoir leur attention sur les réseaux, mais pas que. On fait aussi des vidéos plus longues et on est en contact permanent avec eux. Donc, on essaye d'articuler tout ça. Notre ligne éditoriale, c'est de traiter l'actualité dominante du jour, mais aussi de parler des sujets qui les concernent directement, qui les concernent tous dans leur vie quotidienne, que ce soit la pop culture, les références qu'ils peuvent avoir, les trends aussi parfois, mais essayer de tirer un fil à partir de ça. Pas juste faire de la trend pour faire de la trend, mais faire de la trend pour raconter quelque chose sur l'état d'esprit des jeunes, des collégiens, des lycéens notamment, qu'on suit toute l'année à Drancy. Donc c'est un peu l'idée, nous, de C'est quoi l'info ? Donc ça ne m'étonne pas vraiment, les chiffres là. Et nous, on le voit vraiment sur TikTok. C'est sur TikTok où on touche vraiment notre cible sur C'est quoi l'info. Il suffit de le voir dans les stats. Ou même dans les commentaires des sujets qui peuvent traiter de leur quotidien, l'interdiction de fumer à la sortie des lycées. La vidéo a fait plus d'1,5 million de vues. En fait, dans les commentaires, on voit qu'ils sont là, ils sont présents. Même s'ils ne peuvent pas forcément être mesurés par les analytics des applis, ils sont quand même présents sur ces applis en réalité. Donc moi, ça ne m'étonne pas trop tout ça. Et je pense que oui, globalement, ils sont demandeurs d'une actualité, de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est eux qui nous demandent à chaque fois de traiter de certains sujets. Quand on va dans les classes, c'est eux qui nous donnent des idées de sujets. Par exemple, l'application Temu, je sais qu'à chaque fois, ils nous en parlaient. Donc, on en a fait un sujet dans C'est quoi l'info. On leur a ensuite fait réagir à des sujets qui ont
ont été faits par Envoyé Spécial. Donc parfois, c'est eux aussi qui nous donnent des idées de sujets qu'on peut traiter. Donc on essaie de mixer tout ça dans ces coins d'info, l'actualité généraliste, des choses qui leur parlent un peu plus dans leur quotidien, et de faire en sorte d'être une porte d'entrée vers de l'information peut-être un peu plus longue parfois. Et justement, vous n'êtes pas les seuls présents sur les réseaux sociaux. On peut faire un peu un état des lieux de qui est présent, de quels médias sont là, parce que pour ceux qui ne sont pas sur TikTok, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici, mais des fois c'est un univers un peu nébuleux, on va dire. Ah bah en fait, TikTok en 2020, c'était beaucoup de gens qui dansaient sur Doja Cat. Non mais c'est vrai. Et ça a un peu changé depuis quand même. Il y a beaucoup de médias qui y sont. En réalité, tous sont présents sur les réseaux aujourd'hui. Libé est présent sur TikTok et fait des vidéos très bien. Le Monde est présent sur TikTok depuis très longtemps, depuis le début, et c'est des vidéos très bien aussi. France Info est présent sur TikTok. Moi, je bosse pour France Info, mais j'y suis depuis 2020. On y est depuis 2020. Et en fait, on voit qu'il y a tout le monde est présent sur ces réseaux. On parle des jeunes, là, en réalité, mais ma mère, et elle est aussi sur TikTok, hein, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de gens sur ces réseaux. Et en termes de médias, on peut retrouver des médias comme Brut ou Loopsider, France Info, Libération, enfin, tout le monde, France Inter, tous les médias, ils sont aujourd'hui. Je pense qu'on est loin. En quelques années, beaucoup de médias, en tout cas l'immense majorité, ont compris qu'il y avait un véritable enjeu sur cette plateforme-là, sur TikTok spécifiquement. Spécifiquement sur TikTok, parce qu'il y a des choses particulières qui s'y jouent par rapport à du Facebook ou à Instagram, par exemple. Parce qu'il y a du temps d'attention qui peut parfois être plus court. On se dit que, pour moi, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme un article web. On essaie d'accrocher au début, avec une accroche un peu pour avoir le temps d'attention sur les 3 premières secondes. Et ensuite, on déroule nos 5 W. On essaie de les amener vers autre chose, de ramener du contexte et de ramener de l'info encore plus dans la longueur. Donc pour moi, c'est un peu comparable à ce qui peut se présenter sur les articles web. C'est un peu le même type d'écriture. On essaie d'accrocher, c'est une règle en journalisme. Et on fait la même chose sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre vision sur ces coins d'info. Alors Anna Lombert, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces questions d'économie de l'attention, le côté l'accroche les 3 secondes, ça vous parle ? Oui, alors moi je suis pas journaliste, donc c'est vrai que je j'ai pas toutes ces techniques, mais effectivement, je crois que c'est le passage obligé désormais pour voilà, il faut capter en fait l'attention pour essayer de la détourner justement et puis de la comme vous disiez à l'instant, c'est-à-dire de l'approfondir et d'apporter des contenus peut-être un peu plus longs, un peu plus développés, un peu plus profonds. Donc oui, ça c'est un peu le défi, j'imagine, des médias sur ces plateformes, étant donné que c'est des plateformes qui sont conçues quand même pour capter le temps d'attention des utilisateurs, pour temps d'attention qui est bien souvent revendu à des entreprises pour cibler ces utilisateurs avec des publicités ou des contenus adaptés à leur profil qui ont été calculés sur la base de leurs activités passées. Donc effectivement, nous, ce qu'on a essayé de mettre au jour en fait dans ce rapport sur l'économie de l'attention, c'est vraiment le fonctionnement de ces plateformes, en fait, leurs modèles d'affaires, leurs modèles économiques et les fonctionnalités techniques qu'elles développent en vue de satisfaire ce modèle économique. Ça, c'est très important de le voir aussi. C'est pas n'importe quelle fonctionnalité technique. Par exemple, la quantification des vues, c'est pas tombé du ciel, si vous voulez. C'est basé sur l'idée qu'on a un besoin de reconnaissance sociale et donc si on quantifie les vues, forcément, vous allez revenir plus souvent sur le réseau pour voir combien de vues vous avez. Même chose pour les followers, etc., etc. Mais on peut très bien imaginer un réseau social sans ce type de fonctionnalité, par exemple. D'où vraiment l'importance et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, nous c'était aussi notre angle, c'est-à-dire le numérique n'est pas le mal. La question, ce sont les modèles économiques, les idéologies politiques et les fonctionnalités technologiques qui sont développées. Et c'est ça qui va déterminer, enfin en tout cas c'était un petit peu notre perspective, on soutient que c'était ça qui allait déterminer, en partie en tout cas, déterminer n'est peut-être pas le bon mot, mais conditionner un certain nombre d'usages. Et donc, en fonction de ces différentes dimensions, le modèle d'affaires de la plateforme, l'idéologie politique qui est derrière, et puis les fonctionnalités techniques, les usages vont être différents. Et donc, on voulait faire porter l'attention sur ces questions
Parce que, évidemment, comme le montrent ces statistiques, ces objets sont devenus aujourd'hui des objets du quotidien. Et comme le montrent aussi ces statistiques, cela s'est fait de manière très rapide. Et de manière si rapide que bien souvent, la réflexivité nécessaire et l'esprit critique à l'égard de ces objets eux-mêmes n'avaient pas eu le temps forcément de se développer, d'autant que ce sont des dispositifs qui sont très faciles à utiliser. N'importe qui peut les utiliser de manière très rapide, très intuitive, d'où leur efficacité, et c'est très bien, mais le problème c'est qu'on peut aussi les utiliser sans les comprendre, et c'est ça qui fait qu'elles sont si simples à utiliser, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne pour utiliser l'outil. Or, c'est potentiellement très dangereux, parce que si vous ne comprenez pas quelle est la logique des algorithmes qui vous recommandent les contenus, évidemment vous n'allez pas pouvoir recevoir les contenus avec un esprit critique. Donc on voulait mettre la lumière là-dessus aussi pour rendre public un certain nombre de mécaniques et changer le regard potentiel sur les informations qu'on peut recevoir sur ces réseaux. Alors justement, petit point algorithme, puisque c'est quand même des questions, et je sais que Marie, en atelier, toi c'est un point aussi que vous abordez beaucoup, essayer d'expliquer aux jeunes c'est quoi un algorithme, comment ça fonctionne. Ouais, c'est une des premières choses que je fais quand je vais à la rencontre des jeunes dans les classes, c'est allez-y, sortez vos smartphones. Alors là, on me regarde genre, waouh, elle est super sympa cette prof. Donc je leur dis déjà, je suis pas là en tant que professeur, mais surtout sortez vos smartphones parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose. Et là, on regarde leurs réseaux sociaux et ils réalisent qu'en effet, on leur pousse à consommer des informations différentes. Ça veut dire que celle qui va adorer les animaux, ça va être des petits chatons qui vont apparaître sur son feed, et c'est surtout les vidéos TikTok qu'on lui propose. Celui qui va aimer le football verra bien que l'algorithme pousse tout ce qui est lié au foot. Et c'est pour leur dire, voilà, l'information, il faut la comprendre, et il faut surtout comprendre que parfois, on vous montre des choses qui ne sont pas de l'information et qui sont poussées par un algorithme. Et dans la distribution de l'information, justement, il y a quelque chose, c'est Bruno Patino, président d'Arte, qui a fait cette métaphore assez intéressante, qui raconte justement qu'on a une sorte de... Donc on imagine un stade où on a une distribution de l'information et on a donc tous ces petits messages d'infos à l'époque qui courent les uns à côté des autres et qui vont tous dans la même direction. Et aujourd'hui, dans notre stade, en plus des messages d'infos, il y a d'autres messages qui ne sont pas de l'information. Et là, l'organisateur de la course, il y en a un qui va le pousser un peu dans le dos pour qu'il aille plus vite, et puis il y en a un autre qu'on va tirer par le maillot pour pas qu'il aille au devant. Et souvent, les messages que l'algorithme pousse, c'est les messages émotionnels, ceux qui vont faire réagir, des messages outranciers. Et c'est à travers l'algorithme, et donc ce petit exercice avec eux de on sort les portables et on regarde ce qu'on me propose, j'essaye de leur faire réaliser tout ça. Nasser aussi, dans les classes, parce que je sais que vous allez beaucoup dans les classes, c'est quelque chose dont les élèves sont conscients de ce côté, pas on nous manipule, mais enfin de ce côté, on ne nous propose pas forcément tous les mêmes choses. Je pense qu'ils ont l'impression d'être dans des bulles d'algorithmes, ils le savent. Enfin, en tout cas, ceux avec qui on échange, nous, à Drancy, j'ai l'impression qu'ils savent. Ils sont peut-être un peu plus éduqués qu'on le pense là-dessus, je pense, sur les algorithmes. J'ai l'impression qu'ils le savent. Ils le savent. Ouais. Ils se font quand même piéger. Ça dépend ce qu'on entend par pied. Oui, je pense que forcément, les algorithmes ne nous proposent pas toujours tout ce qu'on aime. Ils essaient parfois aussi de nous faire sortir un peu de nos cercles pour trouver d'autres addictions, d'autres sujets qui peuvent nous intéresser. C'est horrible à dire, mais c'est un peu cynique, mais c'est comme ça aussi. Mais je pense qu'ils en sont conscients, des algorithmes. Enfin, j'ai cette impression-là, moi. Anne, justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionnent ces fameux algorithmes, même si c'est un petit peu complexe, et surtout comment ça peut impacter les contenus et la façon dont on reçoit l'information ? Alors, moi, je suis pas une spécialiste non plus de ces, disons, de l'ingénierie technologique de ces algorithmes, mais enfin, le principe de fonctionnement en général, si je puis dire, et vous me corrigerez si je me trompe, mais ce sont des calculs probabilistes sur vos activités passées et les activités passées de ceux qui ont des points communs avec vous, si je puis dire. Donc l'idée, c'est que évidemment, si vous avez regardé toutes sortes de vidéos de chats, comme vous le disiez tout à l'heure, on vous recommande une vidéo de chat. Et puis, si celui qui a regardé la même vidéo de chat que vous a regardé une vidéo de football, on vous recommandera peut-être aussi une vidéo de football. Je dis celui, mais en fait, il faut que ce soit des quantités quand même massives et représentatives, parce que c'est des calculs statistiques et probabilistes, donc il faut une certaine masse de données. Par exemple, sur YouTube, il est assez rare que l'on vous recommande
une vidéo qui a 3 vues, par exemple. C'est assez rare, c'est même, je pense, quasiment impossible, parce que ce sont des calculs qui renforcent, si vous voulez, les moyennes, les probabilités, les quantités. Donc c'est pour ça que ce sont des algorithmes qui peuvent être manipulés très facilement par des faux comptes, par exemple, dans le cas de la désinformation, parce que si vous achetez un certain nombre de faux comptes, vous pouvez ensuite influencer l'algorithme de recommandation qui va... Plus une vidéo est vue, plus on va Plus la elle sera proposer. recommandée d'une certaine manière. Pas automatiquement, parce qu'il y a plusieurs critères. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais disons que, évidemment, si une vidéo a beaucoup de vues, elle sera amplifiée par les algorithmes. Donc, c'est pourquoi il est possible de manipuler les algorithmes d'une certaine manière, avec des faux comptes, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, qui va permettre, évidemment, de générer des faux comptes en quantité massive, parce que les faux comptes, il faut les alimenter un petit peu, donc avec du texte, des images, etc. Donc, quand vous pouvez générer automatiquement ce texte et ces images, vous pouvez évidemment alimenter beaucoup plus de faux comptes. Et quand vous pouvez alimenter beaucoup plus de faux comptes, vous pouvez ensuite cliquer sur beaucoup plus de fausses informations potentiellement, qui vont être potentiellement suivies et vues, pour créer des espèces de mouvements qui n'ont en fait qui n'ont rien de réel, puisqu'il s'agit simplement... Partent de rien, en fait. Oui, de rien. Enfin, je veux dire, de quelqu'un qui a payé un service pour avoir un certain nombre de vues sur une vidéo. Donc, tout ça pour dire que ces principes-là, c'est-à-dire le mimétisme, la quantification des vues et l'amplification des contenus les plus sensationnels et les plus choquants, les plus outranciers pour maximiser l'engagement des utilisateurs sur les plateformes, ces principes-là, en fait, encore une fois, sont ceux qui sont massivement utilisés sur les réseaux sociaux commerciaux. Je pense que c'est important de distinguer dans ce débat entre les réseaux sociaux commerciaux comme Facebook, TikTok, Twitter, enfin X, et des réseaux sociaux différents. Par exemple, Mastodon, qui est ce réseau social... qui appartient aux faits divers, qui est un réseau social qui ne fonctionne pas, il n'y a pas d'algorithme de recommandation sur Mastodon. C'est-à-dire que les contenus que vous recevez sont classés par ordre chronologique en fonction des comptes auquel vous êtes abonné. Bon, et après, vous pouvez évidemment, si vous y connaissez un petit peu, ce qui n'est pas mon cas, mais vous pouvez paramétrer un certain nombre de critères pour avoir des recommandations plus adaptées en fonction de ce qui vous intéresse et des comptes que vous suivez. C'est un fonctionnement tout à fait différent, par exemple. Et je pense que c'est très important de le mentionner parce que, encore une fois, la question, c'est pas le réseau social ou le numérique en tant que tel, c'est vraiment quels sont les fonctionnements des algorithmes qui vont rendre visible ou invisible l'information, parce que l'impact, c'est celui-là. C'est que finalement, vous pouvez publier tout ce que vous voulez, mais si l'algorithme ne le recommande pas et n'amplifie pas le contenu, ça demeurera invisible. Donc, je dis ça parce qu'on a longtemps cru que les médias numériques allaient rendre possible une forme d'horizontalité, c'est-à-dire que chacun peut s'exprimer et chacun a autant de chances d'être vu que les autres, etc. Mais en fait, ça ne fonctionne que si on a un algorithme de recommandation démocratique, si je puis dire. Sinon, vous pouvez publier tout ce que vous voulez, mais l'algorithme rendra visible certaines choses, invisibles d'autres, et donc il n'y a rien d'horizontal ou de démocratique dans ce fonctionnement. Au contraire, c'est très vertical, c'est très centralisé. Voilà. Nasser, vous qui êtes présent sur TikTok au quotidien, du coup, dans votre métier. Je parle en perso. Vous faites ce que vous voulez. Mais cette idée de certaines vidéos qui sont poussées plus que d'autres, vous y avez été confronté? Oui. Vous l'avez vu? Oui, sur plein de choses. Nous aussi, sur de l'actualité, on voit que parfois l'algorithme capte que c'est de l'actualité chaude et que c'est le moment ou jamais de pousser cette vidéo. On peut voir une vidéo partir d'un coup, passer de 1000 vues à 1 million en quelques heures, parce qu'on sait que c'est un moment très important. On avait fait quelque chose quand je bossais encore pour France Info Global. On avait fait une vidéo sur le 49.3. Le 49.3, le tout premier, venait de passer. On avait sorti la vidéo le matin et en fait, pile au moment où ça a été prononcé, la vidéo a explosé. Donc parfois aussi, c'est des choses qu'on voit dans l'actualité. C'est aussi à nous de composer avec ça. Donc on a parfois ça en tête quand on peut prévoir des sujets. On aime bien les prévis en journalisme. Parfois, c'est aussi comme ça que nous, on aborde les sujets. Donc oui, c'est quelque chose avec lequel on compose, on essaye de composer en tout cas. Et à l'inverse, une vidéo qui vous dites là, ça serait su bien, et en fait, elle se perd dans les limbes de l'algorithme. Ça peut, oui. Il y a des vidéos qu'on va revoir dans les notifications repartir quelques semaines après, quelques mois après, parce que le nom d'une personnalité est revenu
en tendance sur TikTok, donc forcément ça remonte dans l'algorithme. L'algorithme TikTok est un peu fou là-dessus, c'est-à-dire que c'est très imprévisible de revoir une ancienne vidéo qu'on a faite l'année dernière repartir. Donc on doit remettre un commentaire en disant attention, c'était à telle date. Donc c'est des choses avec lesquelles on compose. Et après, oui, il y a des vidéos où parfois ça décolle pas parce que le sujet n'est pas fait pour TikTok, ou en tout cas ne correspond pas à ce que l'algorithme veut à l'instant T. Et nous, après, c'est pas grave, c'est notre travail de service public aussi de traiter de tous les sujets. Et justement, on parlait tout à l'heure, vous me disiez, les risques, c'est la manipulation, la désinformation. Puisque ces algorithmes, on pourrait les manipuler, vous pensez à des cas précis? Des cas précis. De manipulation d'algorithmes qui ferait qu'on pousserait plus de contenu. Je ne sais pas, est-ce que l'exemple récent en Roumanie... Oui, pourrait ça être, illustre très bien ce cas. Oui, effectivement, c'est-à-dire le fait que apparemment, alors j'ai pas étudié l'affaire dans le détail, mais apparemment, effectivement, on a une personnalité politique qui n'était pas du tout connue du grand public, qui a été extrêmement valorisée sur TikTok par l'intermédiaire d'influenceurs très influents, et puis par je crois qu'il y a eu aussi, enfin, je sais pas exactement. en fait, apparemment, il y aurait à la fois des lumière comptes sur tout ce coordonnés, dossier. plus Oui. sur TikTok, plus des Des influenceurs. comptes coordonnés Oui. pour amplifier des vidéos. Voilà, c'est ça. C'est typiquement ce genre de phénomène, en fait. Alors, c'est pas très nouveau parce que d'une certaine manière, si on regarde un petit peu les événements qui se sont déroulés dans le cas des récentes élections américaines, on va trouver des phénomènes similaires. Et puis là-dessus, je vous renvoie à un livre de Giuliano D'Ampoli qui s'appelle Les ingénieurs du chaos, qui a étudié en fait ces phénomènes de manipulation sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les phénomènes d'astroturfing où on a tout d'un coup un ensemble de... Astroturfing, on peut préciser ce que c'est. C'est le phénomène dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de faux comptes qui vont tout d'un coup suivre tel ou tel contenu et que ce contenu va être amplifié par les algorithmes de recommandation au point de créer une sorte de mouvement mais virtuel en fait, si vous voulez. Il n'y a pas de véritable mouvement social derrière, mais il y a une apparence quand on regarde le phénomène numérique, si vous voulez. Et donc ce chercheur essayiste, journaliste, qui s'appelle donc Giuliano D'Ampoli, qui a écrit ce livre qui s'appelle Les ingénieurs du chaos, documente en fait ces phénomènes-là, ces techniques-là, dans le cas de différentes élections. Donc je crois qu'il parle de la précédente élection de Trump, mais aussi de Bolsonaro, de plusieurs personnalités politiques, en Italie aussi, avec le Parti 5 étoiles, etc. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans la plupart des élections présidentielles ou en tout cas des élections importantes, on a ce type de phénomène qui se produit et que effectivement, ce sont des mécanismes d'influence politique. Donc il faut y prêter une grande attention parce que ça a des implications sur en fait là au point d'annuler que les élections présidentielles ont dû être annulées. Bon, mais peut-être que dans beaucoup de cas, elles sont pas annulées, mais que ce type de phénomène se produit tout de même et que ça met quand même en question un petit peu les principes de la démocratie, parce que les principes de la démocratie, c'est aussi la liberté d'expression et la liberté de penser. Donc les algorithmes de recommandation qui nous suggèrent toujours les contenus qu'on doit regarder, ça remet un petit peu en question quand même notre liberté d'opinion, notre liberté de penser, et puis la liberté d'expression aussi, parce que si comme je disais tout à l'heure, on peut s'exprimer, mais est-ce qu'on sera vu, est-ce qu'on sera lu si on ne rentre pas dans les catégories qui sont celles qui rendent possible l'amplification des contenus, c'est plus compliqué. Donc je pense qu'effectivement, ça pose des questions politiques assez importantes. Et est-ce que Marie et Nasser, vous qui êtes au contact des jeunes au quotidien, ils sont plus sensibles, on va dire, parce qu'on parle beaucoup de désinformation, de fake news, notamment chez les plus jeunes qu'on accuse de tous les maux, mais finalement, est-ce qu'ils sont plus vulnérables que les autres ou est-ce qu'on est tous concernés en tant que citoyens? Comment vous le percevez? Je pense qu'on est tous concernés. Je rallume mon micro, c'est mieux. Je pense qu'on est tous concernés en tant que citoyens, mais les chiffres le montrent. 63% des jeunes utilisent les réseaux sociaux. C'est eux qui sont impactés les premiers parce qu'ils sont très nombreux dessus et qui passent leur temps dessus. Donc je pense que voilà, le sujet est là. Quand on est jeune, on a forcément tendance à être plus impacté par tout ça que nous, adultes, qui travaillons
À l'école, ils ont le téléphone sur les genoux, sous la table. Nous, au travail, bon, je sais pas vous, mais on essaye de faire un peu moins ce genre de choses. Attention. C'est mon travail d'avoir mon téléphone sur Oui, le c'est différent. Moi, je trouve, enfin, c'est ce qui est assez nouveau, notamment sur TikTok, c'est que ils se créent parfois eux-mêmes des fake news propres à certains réseaux. Par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle la localisation 9 sur TikTok en ce moment. Donc tout le monde localise sur TikTok, on peut localiser sa vidéo, et beaucoup localisent des images qui disent être dans la localisation 9. C'est le nom, le surnom qu'ils donnent à cette localisation, qui a un très long nom sur TikTok, mais qui résume sous le nom de localisation 9. Donc moi, dans mon algo perso, je l'ai vu passer. On en a fait un sujet. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de vérifier d'où venaient toutes ces images. Cette localisation En fait, 9. cette localisation 9, c'est si tu localises ta vidéo sur localisation 9, tu vas avoir des images horribles. Tu vas avoir les images de Satan, ça va être terrible. Vous allez voir des choses horribles. Franchement, regardez la localisation 9, c'est horrible. Il y a des choses horribles, mais personne ne sait vraiment de quoi on parle. Et en réalité, en allant sur cette localisation 9, il y a plein d'images, de décors un peu sombres, un peu dark, un peu flippants. On ne comprend pas vraiment où ils veulent en venir. Ce qu'on a fait du coup, c'est que nous, dans C'est quoi l'info, et comme on est chez France Télévisions, on a envoyé ces vidéos aux révélateurs de France Télé, qui sont des journalistes fact-checkers, qui en fait ont pu localiser toutes ces vidéos. C'est-à-dire, est-ce que cette image était vraiment dans cet endroit de la localisation 9? De quoi on parle quand on parle de localisation 9? Où est-ce que c'est? Donc nous, on a fait un debunk là-dessus. Et donc on apprend que tous ces décors, en réalité, enfin tous ces endroits qui sont censés être horribles, sont en réalité souvent des décors de films. Donc il n'y a rien de vraiment flippant. Voilà, vous avez monté en épingle quelque chose qui est complètement vide. Et en fait, c'est une fake news propre à TikTok. C'est quelque chose qui va très peu voyager ailleurs. C'est-à-dire que quand j'en parlais hier à Drancy, en fait, ils savaient de quoi je parlais, de localisation 9. Donc c'est assez nouveau. Il y a des choses qui se développent aussi propres à leur réseau et à leur génération. Et qui passent du coup, ce que vous disiez, un peu sous les radars des médias plus mainstream, plus généralistes, qui sont pas forcément sur TikTok, et du coup on n'en parle pas. Donc en fait les jeunes se retrouvent seuls sur TikTok avec des fake news entre guillemets TikTok, à devoir eux-mêmes essayer de savoir ce qu'il en est. Après, typiquement sur la localisation 9, ce qu'on fait avec les révélateurs, c'est que tout ça apparaît dans une conversation commune avec y compris les autres rédactions de France Télévisions. Donc si demain le 20h veut s'en saisir, ils peuvent très bien se saisir de ce fact-check qui a été fait et l'expliquer au 20h. C'est aussi quelque chose qui existe. Donc ils peuvent aussi s'en saisir. Anne, est-ce qu'on peut dire que du coup les réseaux sociaux, de par leur conception et leur architecture, on l'a dit un peu, vont multiplier, enfin sont plus propices que ce qu'on avait avant. Enfin, il y a toujours eu des fausses informations à la radio, la télé, de Tchernobyl, je vous fais pas le rappel, mais est-ce que là on est passé à une autre dimension? Est-ce qu'on va continuer de progresser? Avec les intelligences artificielles génératives, je pense que oui, on a passé un petit cap dans ce sens-là, malheureusement. Alors, il faudrait être plus précis que je vais l'être, mais l'impression que j'ai, si vous voulez, c'est que pour que la falsification d'un contenu soit possible, il faut que vous ayez des contenus fiables. Vous êtes d'accord avec moi, sans quoi vous ne pourriez pas avoir de contenu falsifié d'une certaine manière. Il faut, pour qu'on reconnaisse, même dans l'après-coup, que des contenus ont été falsifiés, il faut qu'on ait un critère commun de fiabilité, si vous voulez. Et là, ce que je crains, c'est que ce critère soit de plus en plus compliqué à saisir, parce qu'avec les intelligences artificielles génératives, si vous voulez, ces contenus vont être produits de manière potentiellement massive et vont bientôt peut-être être les contenus automatiquement générés seront les contenus majoritaires en fait sur les réseaux et sur Internet. Donc on n'en est pas encore là, mais enfin c'est possible. Et peut-être que peu à peu, si vous voulez, on va avoir de plus en plus on va savoir qu'un contenu peut être automatique ou humain, si je puis dire. Mais on saura aussi qu'on ne peut pas distinguer, qu'on n'en est pas capable au premier abord, au premier regard, si vous voulez. Et donc, le risque de ça, c'est d'être méfiant
envers tout contenu d'une certaine manière et de développer une sorte de méfiance, si vous voulez, à l'égard de tout l'espace informationnel numérique. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, et j'ai l'impression que c'est ça voilà, la direction, le pas qu'il ne faudrait pas franchir, si vous voulez, c'est que la confiance dans les contenus qui circulent dans l'espace numérique ne soit même plus possible, si vous voulez. Parce que là, ça veut dire que bon, on aurait franchi un pas assez important, si vous voulez. Donc voilà, ça j'avoue que ça m'inquiète un peu. Et après, je pense qu'il y a des questions d'échelle qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que oui, la désinformation a toujours existé, évidemment, mais la question, c'est la vitesse et le nombre de personnes touchées, vous voyez. Et aujourd'hui, vous pouvez faire circuler très très vite un contenu tout à fait faux à des millions de personnes, vous voyez. Et donc, il y a quand même une petite différence d'échelle. Donc, à la fois, je suis tout à fait d'accord, hein, la désinformation n'est pas du tout un phénomène nouveau. À la fois, je pense qu'il faut prendre la mesure de l'industrialisation numérique de la désinformation qui est en cours aujourd'hui et des enjeux, des dangers qu'elle peut poser en raison notamment de la vitesse et de l'échelle. Et puis alors après, avec les intelligences artificielles génératives, bon, je sais qu'il y a des labels qui sont déployés, j'espère que tout ça va bien fonctionner, mais je crains quand même que tout ça crée une sorte de confusion et qu'il soit de plus en plus difficile de se repérer dans ces espaces informationnels. Entre les IA génératives et les algorithmes de recommandation, c'est compliqué. Alors justement, Marie, oui, sur le sujet, comment les journalistes s'emparent de ces questions? Je voulais rebondir surtout sur cette histoire de vitesse. Tout va vite aujourd'hui et c'est un vrai problème. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que média, on a une responsabilité. On est tous avec nos téléphones à recevoir sans cesse des notifications. On les regarde même plus. On les lit rapidement et puis on pense retenir quelque chose comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, pour que l'information reprenne sa place, la vraie information, il faut ralentir. Donc évidemment, c'est pas sur TikTok, comme disait Nasser. Sur TikTok, quand on fait du TikTok, on veut être vu, il faut tout de suite accrocher. Donc ça va très vite. Et d'ailleurs, c'est un travail journalistique que fait Nasser qui est pas évident d'arriver à capter l'attention sur une information, pas quelque chose... pas un message outrancier qui tout de suite capte parce qu'il fait peur ou comme on racontait tout à l'heure. Là, non, on doit capter avec l'information. Et je pense qu'aujourd'hui, en ralentissant, en arrêtant de surconsommer de l'information, d'ailleurs, on parle de fatigue informationnelle aujourd'hui, on n'en peut plus. Et même nous, en tant que journalistes, c'est dur parce que ça n'arrête pas. Et aujourd'hui, on a des médias qui proposent des formats plus longs. Et je pense que... il faut se tourner aujourd'hui vers ça. C'est-à-dire que même quand on a des ados à la maison qui surconsomment du TikTok, etc., pas hésiter à leur dire écoutez, sur ce sujet-là, regardez, on peut creuser, on peut aller voir plus loin et poser un peu son cerveau en fait sur un sujet et pas en recevoir 1000 à la fois. Nasser, justement, ça fait la transition parce que vous avez commencé à France Télé sur TikTok, c'est ça? C'était en 2000 quoi? C'était en 2020. Moi, je suis arrivé au moment où tout le monde faisait du pain sur Instagram pendant le confinement. C'est au moment où moi je suis arrivé. Non, mais c'est vrai. Je suis arrivé chez France Info pour l'ouverture du compte TikTok. Comme je faisais des contenus TikTok sur les réseaux en 2020, sur mon compte perso à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai été repéré ensuite pour intégrer France Info au moment du lancement du compte TikTok. Et du coup, comment ça fonctionne? Marie le disait, il faut vite accrocher, mais au-delà de ça, comment ça fonctionne d'être journaliste pour finalement le média TikTok? C'est un peu comme ça qu'on pourrait le définir. Pour moi, on reste sur les mêmes règles de journalisme. Simplement, on sait que parfois le temps d'attention est plus court, donc on essaie de composer avec ça. Moi, je sais que dans l'écriture, j'essaie d'être court, de faire des phrases courtes, d'aller à l'essentiel, de prendre le jus du sujet et d'en faire un 5W bien sharp, prêt à... 5W pour ceux qui ne connaissent pas peut-être. Why, where, when, how, who. Oui, on a combien? 4, 5 là? Je sais. What, voilà. On peut la faire en français. Voilà, exactement. Oui. Où, quand, comment, avec qui, pourquoi. Voilà. Donc on essaie de rester sur les bases pour les vidéos d'une minute, même si aujourd'hui, la bonne nouvelle,
quand même, c'est que toutes les plateformes autorisent plus d'1 minute. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce que pour moi, c'était pas vrai il y a encore quelques semaines. Donc pour moi, c'est une révolution là. On peut aller jusqu'à 3 minutes parfois sur les YouTube Shorts et sur TikTok. Sur TikTok, ça fait un moment que la limitation a été levée, mais sur les autres réseaux, ça nous permet, nous, aujourd'hui, de faire quelque chose de 2 minutes sur la série lundi. J'aurais pas pu faire 1 minute sur la série lundi, c'est compliqué. Parce que c'est frustrant quand même. Enfin, j'imagine. Évidemment que l'exercice est particulier. Oui. Mais on a réussi à aller plus loin, puisque maintenant on peut faire des vidéos de plus d'1 minute. Donc c'est quand même, on passe de 1 à 3 minutes. Donc on a des marges de manœuvre, et souvent quand l'intérêt est là pour le sujet, quand le temps d'attention est là, ça peut quand même fonctionner. On est content par exemple des chiffres qu'on a pu faire lundi sur la Syrie, où ça a bien fonctionné sur tous nos réseaux. Donc parfois, on peut quand même réussir à passer un sujet un peu plus long et se dire « Ah, ça fonctionne quand même ». Marie ? Moi, je voulais rebondir aussi. On en parlait tout à l'heure avec Nasser. C'est vrai qu'il faut aller vite sur TikTok, mais en réalité, on prend le média qui est la radio, par exemple. Quand vous devez faire un sujet en radio, vous avez 1h30 pour faire votre sujet, et évidemment que c'est un peu frustrant parfois, mais je veux dire, il n'y a pas de grande différence. Et là, on ne parle pas de réseaux sociaux, donc il est possible de donner une information cadrée, timée, avec les 5 W. C'est donc possible. Et justement, comment c'est perçu au sein de France Télé ? C'est ça qui est intéressant, de se dire que ce groupe, et même France Info, va aussi sur les réseaux, est présent. Entre le moment où vous êtes arrivé et maintenant, est-ce que ça a pris plus de place ? Comment c'était perçu à vos débuts ? Alors oui, ça a pris beaucoup plus de place. À la base, le compte TikTok, on l'a lancé en octobre 2020, donc TikTok n'était pas ce que c'était aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure. En gros, je pense qu'à la base, c'était beaucoup de gens qui dansaient sur TikTok, donc on a eu parfois ce type de remarques aussi, de dire, mais en fait, qu'est-ce que vous allez faire sur TikTok ? Parce qu'on est de l'info, comment vous allez faire ? Et en fait, à force de montrer que ça pouvait fonctionner, qu'on pouvait faire des vidéos qui avaient du sens, on s'est structuré en tant que cellule réseaux sociaux au global, et ensuite avec l'intention des années plus tard, donc 3 ans plus tard, on a pu lancer un programme propre aux 12-18 ans. Mais ça demande du temps et de l'adaptation. Mais après, c'est très positif, parce que ça montre aussi qu'on peut se transformer et faire en sorte d'intéresser tous les publics. Tous les publics, c'est-à-dire vous débordez de la tranche entre guillemets 12-18 ? Ça peut arriver, je pense. Ça peut arriver. Après, vous êtes relayé aussi sur le site de France Info ? On est relayé sur le site de France Info. On est sur YouTube, Snap, TikTok, Insta. Voilà, je fais mon placement de pub. C'est ça. Et on fait aussi des collabs avec par exemple des collaborations. Donc on poste à la fois sur le compte de France Info et sur le compte de C'est quoi l'info, à partir du compte C'est quoi l'info. Donc parfois ça fait que des parents peuvent nous découvrir et ensuite les montrer à leurs enfants. C'est aussi l'idée parfois, c'est de faire en sorte d'intéresser un autre public et de les faire venir ensuite avec leurs enfants éventuellement sur les réseaux. Marie, au sein des assises du journalisme, je crois que c'est des questions quand même que vous traitez depuis longtemps. La présence des journalistes sur les réseaux sociaux, comment on travaille, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? C'est des débats quand même que vous sentez présents au sein de la profession ? Oui, c'est présent. Nous, les assises du journalisme existent depuis 2006. Moi, j'y suis arrivée en 2018, donc je suis arrivée un peu plus tard. Mais en effet, ce qu'on essaye de faire chaque année, c'est de créer des rencontres et des débats entre la profession, les journalistes, les professionnels des médias et les citoyens. Déjà, parce qu'on parle de défiance, on parle de manque de confiance envers les journalistes. Donc, chaque année, c'est des sujets qui reviennent. Mais évidemment, on a vu arriver à un moment les réseaux sociaux, et en sachant qu'on allait en parler ce soir, je suis retournée dans les archives des assises. Et alors, je ne sais pas si on va pouvoir mettre ma petite slide. Voilà. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais je vous promets, je vais faire rapide. On voit qu'en 2008, donc, on commence à parler des réseaux sociaux. Et on a des sujets comme un monde sans journalistes. Donc, est-ce que c'est possible ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le citoyen donne de l'information sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que demain, le journaliste aura encore besoin d'exister ? Donc, on avait lancé ce sujet avec Philippe Val et Edoui Plenel qui lançaient Mediapart à l'époque. Donc, ça remonte. Comment devenir social média reporter ? Ça, c'était hyper intéressant, parce que donc, c'est une journaliste de Sky News qui est venue s'exprimer. Son métier venait d'être créé. Elle était sur, à l'époque, Twitter. Et elle était suivie par 1600 comptes, et c'était énorme à l'époque, et vraiment l'information circulait sur Twitter et on la remettait pas vraiment en question, cette information. Voilà, qui est journaliste et qui vérifie l'information.
Puis en 2011, quelles règles d'usage pour les médias sur Twitter et Facebook? On retrouve Julien Pain, donc, qui à l'époque était sur France 4, Pierre Aski, qui était directeur de Rue 89. L'information véhiculée par les RS est-elle fiable? Donc là, ça y est, on arrive au cœur du sujet. Donc vous voyez, on est en 2011 quand même. On n'était pas encore tous sur nos smartphones. Et la distribution de l'info passe-t-elle aussi par ces réseaux sociaux? Donc on voit que petit à petit, le sujet prend vraiment place et que dans la profession et en dehors de la profession, on en parle. Et puis, 2013 arrive, quelle est la place du citoyen dans la fabrique de l'info? Parce que évidemment, le citoyen, il est au cœur de cette information. Il est producteur d'informations, en fait. Ça y est, il arrive sur les réseaux en tant que producteur d'infos. Quelle sécurité numérique sur les réseaux sociaux? Alors là, c'est le moment où on voit la petite vignette bleue sur Twitter pour dire oui, ça c'est un compte certifié, celui-là ne l'est pas, faites attention. Réseau en ligne, faire du clic ou améliorer l'info. Alors voilà, on en parlait en 2013, Nasser en parlait tout à l'heure, faire du clic, avoir un titre accrocheur, avoir les bons mots sur une vidéo tout de suite pour faire réagir. Et puis ensuite, 2014 à 2024, multiplication de canaux d'information et de diffusion pour les médias. Quel danger? Apparition d'Instagram, de Snapchat, de TikTok, de Twitch. C'est vrai qu'il y a quelques temps encore, TikTok ne faisait pas du tout partie des réseaux sociaux. Vers une disparition de l'information de qualité. Là, on a l'émergence des influenceurs donc, qui viennent directement concurrencer les médias traditionnels. Et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel on va revenir cette année. Et pour la première fois, on va avoir des producteurs de contenu qui vont venir aux assises. On va les accueillir parce qu'en fait, ils font partie de l'information aujourd'hui. Et ça soulève énormément de sujets. Moi, je ne suis pas là du tout pour donner des réponses à ces sujets, juste pour créer les débats autour de tout ça. Et puis, on va voir la dernière slide. Arrivée de l'intelligence artificielle, donc au cœur des débats. Là, 2023-2024, donc l'intelligence artificielle, on en parle. 2024, au mois de novembre, là, il y a un mois à peine, on était à Bruxelles pour les assises européennes du journalisme. Le sujet, c'était l'IA. Et voilà, alors là, ça soulève un nombre de questions. Ça fait peur à tout le monde. Dès qu'on dit IA, les gens se crispent un peu en disant wow, je vais jamais savoir en parler. Et c'est le cas dans les débats. On voit bien que personne ne maîtrise vraiment le sujet. Et puis, voilà, savoir qui sont les acteurs de l'IA, parce qu'aujourd'hui, l'IA s'empare évidemment de notre quotidien, arrive sur les réseaux sociaux avec des deepfakes, on voit des vidéos, on ne sait plus si elles sont vraies, si elles sont fausses. Et donc, on avance dans le débat petit à petit. Là, on était avec des Espagnols, un média espagnol qui a investi dans un logiciel de détection pour savoir différencier une vraie vidéo d'une fausse vidéo, mais dans des points de... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas ingénieur informatique, mais avec des détails, vraiment, on voit la vidéo. Nous, moi, en tant que journaliste, j'y crois, je plonge tout de suite. Donc voilà, c'est des débats qu'on ouvre, qu'on lance, et il y a encore de belles années à venir sur le sujet. Je ne pourrais pas vous le dire là. Je ne l'ai pas en tête, c'est pour ça que j'ai dit média espagnol. Je ne voulais pas me lancer dans quelque chose que je ne maîtrisais pas sur le moment. J'ai oublié, mais je peux vous le ressortir tout à l'heure si vous voulez. L'un des débats aussi, on en parlait, c'était de dire X, on y reste pas. Ça aussi, vous l'avez senti fort présent, on va dire, au sein des journalistes, la profession. On se pose tous la question. On a vu dernièrement certains journalistes, certains médias décider de partir. Alors, un média peut partir de Twitter, les journalistes peuvent rester parce qu'il se passe quand même des choses sur la plateforme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière X, qui est derrière X, c'est notre ami Elon Musk. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On est sur un sujet qui est lourd, en fait. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être là et de faire confiance à cette plateforme? Voilà, ça soulève des sujets. Anne, vous souhaitiez réagir? Oui, je peux réagir. Effectivement, ça pose la question des alternatives aussi. Et je pense que c'est une question importante. On a beaucoup entendu parler de la migration sur Blue Sky, de certains journalistes, de certains comptes. Je pense que c'est vraiment une question dont on doit s'emparer aujourd'hui. C'est-à-dire quelles sont les alternatives aux réseaux sociaux commerciaux, en fait. Et on se rendra vite compte que sur ces réseaux sociaux qu'on peut dire alternatifs, en fait, ils ne sont pas alternatifs, ils sont simplement non commerciaux. C'est-à-dire qu'ils ne fondent pas leur modèle d'affaires sur la captation de l'attention et sur la publicité ciblée, tout simplement. Alors, ils le fondent sur quoi? Il n'y a pas de modèle d'affaires. Alors,
Ah bah si, bah évidemment, mais moi je suis maître de conférence en philosophie à Paris 8, donc j'ai pas créé ma start-up encore, donc je suis pas capable de vous répondre sur ces questions-là précisément. Mais il y a plein de modèles économiques possibles qui ne sont pas fondés sur la collecte des données personnelles et le ciblage individualisé, si vous voulez. Mastodon, c'est un réseau social qui fonctionne sur la base du logiciel libre. C'est un réseau social décentralisé, donc il y a plusieurs instances. Il n'y a pas une entreprise qui accumule des profits, c'est sûr, c'est pas le même modèle d'affaires en ce sens-là. Hein, c'est pas on n'a pas un propriétaire unique qui est l'homme le plus riche de la planète. Hein. C'est pas ce modèle d'affaires-là, mais enfin, ça fonctionne très bien. Il y a un modèle technologique derrière. Et Blue Sky, pour le coup, Blue Sky, c'est une entreprise, me semble-t-il. Hein. Donc, ils ont évidemment un modèle économique. Simplement, il n'est pas le même. Il n'est pas fondé sur cette économie de l'attention et sur cette collecte des données. Et ça, c'est très important. Et sur Blue Sky, vous pouvez, par exemple, paramétrer vous-même, en tant qu'utilisateur, l'algorithme de recommandation. Et vous pouvez avoir, chose très importante aussi, des algorithmes de recommandation alternatifs. C'est-à-dire que des entités tierces peuvent vous recommander les contenus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes sur Blue Sky que c'est Blue Sky qui vous recommande les contenus. Vous imaginez si c'était le cas sur Facebook, sur X, sur TikTok, etc. Et c'est tout à fait possible, en fait, que ça devienne le cas. C'est ce qu'on appelle le dégroupage des réseaux sociaux. Nous, on s'est emparé un petit peu de cette question au Conseil national du numérique en disant qu'on peut très bien, juridiquement, obliger les réseaux sociaux à ne pas garder une position hégémonique sur la fonction de recommandation, c'est-à-dire en les obligeant à s'ouvrir à d'autres innovations, à d'autres entités qui gère la fonction de recommandation. Donc, par exemple, on pourrait avoir des associations, des institutions, on pourrait avoir des médias qui, en fait, auraient une fonction de recommandation. Vous voyez ? Et pour moi, c'est une véritable question d'avenir pour les journalistes aussi. Parce que vous imaginez si, je ne sais pas, France Info, Libération, etc., avaient des algorithmes de recommandation. C'est-à-dire que vous vous connectez sur un réseau social et vous devez choisir qui vous recommande le contenu. C'est très intéressant parce que ça change complètement le rapport que vous avez au réseau social. Parce que déjà, vous voyez que le contenu vous est recommandé. C'est plus la peine qu'on vous l'explique puisque vous êtes vous-même acteur du choix de qui va me recommander le contenu. Vous pouvez en tant que citoyen aussi paramétrer l'algorithme, donc choisir les critères, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle le pluralisme algorithmique. On a développé cette idée à la suite de la participation du Conseil national du numérique aux États généraux de l'information. Et ça fait partie des recommandations désormais des États généraux de l'information de valoriser un pluralisme algorithmique, de même qu'on a valorisé un pluralisme de la presse. Voilà, hein, ça faisait partie, disons, si vous voulez, un espace public démocratique doit rendre possible la pluralité des médias, la pluralité des points de vue. Eh bien, aujourd'hui, il faut repenser cette question à l'époque des algorithmes de recommandation en revendiquant un pluralisme algorithmique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour que sur un réseau social, il n'y ait qu'une seule personne qui recommande et que cette personne soit propriétaire du réseau social. Ou alors, dans ce cas-là, il faut que le réseau social assume un certain nombre de responsabilités, mais la plupart du temps, ces réseaux sociaux ont toujours revendiqué qu'ils n'étaient pas responsables des contenus qui circulaient sur leur réseau. En réalité, c'est eux qui possèdent les algorithmes et qui les conçoivent. Donc, ils ont quand même une petite part de responsabilité. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'accuser les jeunes, mais il s'agit de voir que précisément, il y a des personnes qui sont des adultes et qui ont aussi leurs responsabilités politiques et économiques dans cette situation. Hein, parce que sinon, évidemment, on est tous manipulés. Mais bon, comment dire, il faut analyser le fonctionnement. Quoi. Donc je pense qu'avec cette idée de pluralisme algorithmique et avec cette idée de réseaux sociaux non commerciaux qui fonctionnent différemment, on peut vraiment imaginer des alternatives porteuses d'avenir, surtout dans le contexte de la génération automatique de potentielles fausses informations. Parce que la question, ça va vraiment être la question de la sélection. Comment les informations sont sélectionnées. Parce qu'il va y avoir des quantités massives de fausses informations et il va falloir trier, si vous voulez. Et donc, ce tri, il faudrait arriver à trouver des manières de garantir qu'il soit opéré de manière démocratique, collaborative, en se basant, par exemple, sur le vote de toutes sortes de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des journalistes, vous voyez ce que je veux dire, des communautés de pairs en fait, qui vont évaluer les contenus et l'algorithme de recommandation peut se baser sur l'évaluation des contenus par les citoyens.
et non pas sur des décisions hermétiques que personne ne comprend et qui sont au service de certains intérêts privés ou politiques. Voilà. Marie, vous Non, vouliez moi, réagir? je rebondis sur tout ça. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout, et c'est pour ça qu'on fait de l'éducation aux médias chez les jeunes et les moins jeunes, allez faire travailler à tous votre esprit critique, en fait. Et c'est ça, se poser la question. On est tous consommateurs de ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, et donc prendre le recul et de vous poser à vous la question, qui me raconte, qui me donne cette information? Donc on en revient à la source, qui est la base du métier de journaliste. Les sources, il faut les croiser, les vérifier. Mais si au moins les gens pouvaient, le citoyen lambda pouvait déjà se dire, ouais, ok, on me donne une information, juste se dire, oh, je suis pas obligée de la croire, est-ce que je veux pas aller vérifier d'où elle vient? Ça changerait tout. Et je sais pas combien dans la salle à lever de main comme ça, qui vérifie les sources de ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Bon, après, on a un public, on a un super public ce soir, c'est pour ça. Mais en réalité, ça prend du temps et on va vite. Donc, en fait, à un moment donné, il faut choisir. Mais voilà, développer son esprit critique, c'est ce qu'on apprend aux jeunes. Vraiment, on insiste là-dessus. Chacun est maître de ce qu'il a envie de croire ou pas. Donc, Et peut-être sur le pluralisme algorithmique, ça m'a fait penser à une anecdote hier donc on était à Drancy avec une classe. On a fait une vidéo dans C'est quoi l'info la semaine dernière parce qu'on a découvert au détour d'un article, on en a parlé assez peu dans l'actu à un moment. En fait, on peut remettre à 0 c'est pour toi sur TikTok. Donc en fait, on peut remettre son algorithme à 0 sur TikTok. Et hier, je leur ai montré cette vidéo et en fait, ils ne le savaient pas. Et donc, entre eux, c'était une discussion de mais est-ce que j'ai envie de perdre tous mes pour toi? C'est-à-dire que c'est fait pour moi. C'est bizarre. Est-ce que je remets tout à 0? Est-ce que j'assume ce choix? Et donc, en fait, beaucoup ont commencé cette discussion. Ils sont partis sur cette discussion-là de se dire est-ce que j'assume de perdre totalement tout ce que j'ai construit? Parce que pour eux, beaucoup, c'est en fait j'ai construit cet algorithme, donc il me correspond. Donc, je vais perdre peut-être une partie de ma journée, de mes centres d'intérêt. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien. D'ailleurs, c'est en train de décoller en ce moment même sur TikTok. Cette vidéo-là sur comment remettre à 0 c'est pour toi. Et c'était rigolo hier de voir, on parlait d'algorithme, de voir que certains, pour beaucoup, c'était une vraie discussion, quoi. C'était animé, de voir qu'il y avait quelque chose sur le dilemme de l'algorithme. Et alors justement, pour finir sur une note plus optimiste, parce que là on ne l'était pas trop quand même, quelles solutions vous entrevoyez pour les journalistes, pour les rédactions, pour la formation, on va dire, de qualité, d'émerger de tout ce flot de contenu? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles solutions existent? Qu'est-ce que vous avez pu, par exemple, mettre en place, soit dans les ateliers, soit dans le travail auprès des classes? Qu'est-ce que vous voyez émerger peut-être comme solution? tu veux que je commence? C'est positif. Ouais, il faut, de toute façon. Je pense que ça revient à ce que je disais il y a 2 minutes. Faire travailler son esprit critique, pour moi, c'est la solution numéro 1 à tout ça. Après, il y a énormément de choses qui sont créées, des initiatives très intéressantes. J'en ai noté quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup à citer. Justement, Cogito, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, ils sont suivis par au moins plus de 700 000 personnes sur les réseaux sociaux. Ils ont levé pas loin d'1 million là. Ils sont en train de créer un parcours d'esprit critique. Donc, leur idée, c'est de s'adresser vraiment à tout le monde. Donc, ils vont aller dans les écoles, mais vraiment tout le public est concerné, et c'est de développer l'esprit critique chez chacun et de faire passer une certification. Et en gros, chaque citoyen aurait sa certification, et ça voudrait dire, justement, on en revient tout à l'heure, s'il fallait que les citoyens puissent dire ah bah tiens, moi je participe à l'algorithme, mais avec cette certification, on sait que voilà, on a affaire déjà à des gens qui ont fait travailler un peu leur cerveau. Je pense que dans les initiatives qui fonctionnent pour faire évoluer tout ça, c'est des initiatives qui vont à la rencontre aussi du public. C'est très important pour moi d'être en contact direct. Il y a l'association Lumière sur l'info, par exemple, qui a créé un news truck. Alors c'est tout bête, hein, c'est un camion qui va sur les aires d'autoroute à la rencontre du public qui passe, qui va devant un supermarché, et puis on va à la rencontre du public. À travers les assises, c'est ce qu'on fait chaque année. On essaye vraiment d'aller rencontrer le public pour en parler, pour échanger, pour essayer de s'éloigner de cette défiance envers les journalistes, parce que c'est pas évident aujourd'hui. On a 29% des gens quand même qui font confiance aujourd'hui aux journalistes. Enfin, 29%,
71, du coup, qui... Voilà, j'ai préféré dire le petit chiffre, mais c'est dur. Et puis, on demande... l'info et la confiance, c'est quand même un drôle de couple, parce que l'info, ça produit de la confiance, mais sans confiance, l'info n'est pas recevable, donc on est dans un tourbillon. Donc voilà, je pense que d'aller à la rencontre des gens, c'est essentiel, de parler, d'élever le débat sur le sujet. Et l'éducation aux médias, pour ça, c'est formidable, et ça devrait pas être... en plus, quand on parle d'EMI, on met ça sous un sigle, ça fait peur. En vrai, de l'EMI, on en fait au quotidien, on en fait quand on a ses enfants et qu'on leur dit tiens, regarde ça, lis ça, c'est d'une source sûre, ça peut que élever le débat et faire avancer les choses. Donc voilà, il y a des initiatives d'éducation aux médias, il y en a tous les jours, il y en a plein, et il faut essayer de les pousser au maximum, parce que ça fait du bien aux jeunes et aux moins jeunes. Moi, je suis plutôt optimiste parce qu'en fait, quand on voit les jeunes, j'ai l'impression que le fond les intéresse. C'est toujours eux qui nous demandent de faire des vidéos plus longues, d'aller sur le fond des sujets, qui nous posent des questions. Donc, j'ai l'impression que le fond les intéresse. Donc, ils iront le chercher. Après, c'est à nous de faire en sorte que les méthodes soient disponibles pour eux, qu'ils aient de quoi recevoir cette information fiable. Et globalement, je pense qu'on travaille une matière aussi, les médias, qui peut être très excitante pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des médias d'information, mais il y a aussi d'autres médias. Je pense à des bouscapés, à des choses qui élargissent un peu le spectre des médias traditionnels. Je pense que c'est aussi une manière d'avoir leur attention, de se dire qu'on peut traiter de tout type de sujets avec eux. Je pense qu'à partir de ça, on arrive à mieux attraper leur attention, que ce soit en vrai ou sur les algorithmes. Je pense que c'est aussi vrai dans les classes. Hier, quand je parlais de bouscapés, il y avait beaucoup plus de gens qui écoutaient que quand je parlais d'un truc d'actu un peu traditionnel. Donc c'est peut-être mêler les deux. Je pense qu'il faut élargir le spectre, et je suis plutôt optimiste quand je parle avec eux parce que j'ai l'impression que le fond les intéresse. Oui, en tout cas, je crois que une des choses importantes, c'est aussi effectivement d'associer les citoyens à la production de l'information. Et c'est vrai que quand vous allez à leur rencontre, en fait, je pense que c'est très important, parce que effectivement, c'est comme ça que se crée la confiance, et que quand l'information, elle vient, quand on ne sait pas d'où elle vient, ou alors quand elle vient d'un petit monde qu'on ne comprend pas, évidemment, on va pas avoir tendance à lui accorder du crédit. Donc, je pense que ça, c'est quand même quelque chose que rend possible le numérique, qui n'était pas possible, ou en tout cas beaucoup plus difficile, parce que c'était déjà possible, évidemment, et ça se faisait déjà avec les médias, on va dire, analogiques, audiovisuels, traditionnels, réfléchir à des manières de co-créer de l'information et de transformer justement ces publics en des producteurs aussi d'information. Et je pense que ça, c'est très important dans le champ de l'éducation aux médias, notamment. Nous, c'était quelque chose qu'on avait vraiment recommandé dans les deux rapports du Conseil national du numérique sur le numérique et les savoirs, et puis sur l'économie de l'attention, de permettre en fait aux plus jeunes générations de créer eux-mêmes leurs médias, quoi. Voilà, de créer de l'information, d'en co-créer, pas tout seul bien sûr, mais avec leurs enseignants, avec des journalistes, avec des associations, etc. Et puis sur cette question, encore une fois, du pluralisme algorithmique, moi, il y a une initiative que je trouve très importante et très intéressante, qui est développée par une association qui s'appelle Tournesol, qui développe un algorithme de recommandation collaborative, donc qui permet en fait à des individus divers et variés de voter pour des vidéos qui sont jugées d'utilité publique en fonction d'un certain nombre de critères. Et puis l'algorithme ensuite fonde ses recommandations sur les votes qui ont été, pratiqués par la communauté. Enfin, c'est ouvert, hein, évidemment, n'importe qui peut participer. Et je trouve que là, on est face à une alternative absolument nouvelle, vraiment révolutionnaire, parce que ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont manipuler l'algorithme, mais non plus avec des faux comptes, mais avec leur esprit critique, justement. C'est il y a certaines vidéos, certains contenus qui vont juger en fonction évidemment de leurs attentes, etc., comme étant clairs, pédagogiques, bien sourcés, etc., etc. Et l'algorithme se fonde là-dessus. Donc c'est un renversement total de perspective. Et je pense que ce type de technologie qui se base vraiment sur la délibération, sur le jugement, sur l'évaluation, sur la participation en fait du public est extrêmement intéressante et porteuse d'avenir. Donc voilà.
Pour revenir sur les interactions, ce qui est intéressant aussi, Nasser, on en parlait, c'est que sur TikTok, finalement, vous êtes au contact en permanence de la communauté, des jeunes. Et non, mais finalement, ça permet un échange aussi qu'on n'avait pas forcément avant quand on regardait le JT sur TF1. On a des retours directs. Clairement, je vois tout. Ce qui est peut-être pas le cas d'un présentateur de JT, ou peut-être qu'à l'époque on envoyait des courriers, ou je sais pas. Là, je vois tout. Et ça nous donne aussi des idées de sujets. C'est-à-dire que parfois, et souvent, on essaie de répondre aussi à des questions, parce que parfois on nous dit, en fait, j'aurais bien voulu que tu ailles plus sur ça. Est-ce que tu peux me refaire une vidéo là-dessus? Donc, on va parfois faire une autre vidéo à partir des questions. Ça n'arrive pas tout le temps, parce que l'algorithme aussi fait que certaines vidéos ne décollent pas comme on le voudrait. Mais quand ça arrive, on saisit l'occasion de se dire, en fait, on peut tirer un autre fil à partir d'un commentaire. Et c'est important pour nous. Sur la fiabilité aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir dans les classes l'importance de la certification. Pour eux, ils prêtent attention à ça. C'est-à-dire que si je leur montre une vidéo C'est quoi l'info, ils vont me dire, mais t'es certifié? C'est ça en fait le premier truc. Donc ça veut dire que tu as une importance. T'as un label, ça veut dire que tu pèses dans le game. Donc c'est un peu ça. Donc qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une espèce de fiabilité, un espèce de lien où on peut à peu près te faire confiance. Voilà. Donc une fiabilité relative quand même, la certification. Je parle pas pour C'est quoi l'info. Oui. Mais voilà. Ça pose une question, ça pose d'autres questions. Ça rassure en un sens et ça pose d'autres questions dans l'autre. Mais voilà, c'est une des données à avoir aussi. C'est dur de leur dire à qui ils peuvent faire confiance ou pas, parce que un jeune, souvent, on est une parole adulte, et donc ce qu'on dit, c'est vrai. Et c'est là où ces histoires de certification, on en connaît plein, des influenceurs qui sont certifiés et qui feraient mieux de se taire. Et malheureusement, on les laisse parler. Et donc, voilà, il faut aller à l'essentiel. C'est de leur dire, juste apprenez à comprendre ce qu'on vous raconte, mais savoir d'où ça vient surtout, et qui est la personne qui vous parle, en fait, tout simplement. Et c'est pas évident toujours de leur dire, moi, il me parle de choses que je connais pas forcément, et lui, je peux faire confiance, et ça, je peux faire confiance. Et bon, nous, en tant que journalistes, on va leur citer les médias traditionnels, entre guillemets. On va leur dire, voilà, vous savez que France Info, vous pouvez y aller, l'AFP, vous pouvez, voilà, il n'y a pas de remise en question. Mais parfois, c'est dur de leur répondre. Est-ce qu'on peut faire confiance à... Et surtout, ils utilisent TikTok comme étant Google. C'est-à-dire qu'ils vont chercher tout sur TikTok. Pour eux, c'est Google. C'est l'équivalent de notre Google. Donc, hier, je leur disais, mais en fait, juste sortons de l'écosystème TikTok, juste allez sur Google, googlez déjà pour commencer, voyons ce qui pop quand vous tapez telle ou telle news. C'est aussi une donnée à avoir avec eux, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a, nous, mais c'est quelque chose de totalement ancré chez eux. C'est-à-dire que pour eux, si t'as pas cherché sur TikTok, a priori, c'est pas digne d'intérêt, quoi. C'est pas... Oui, Marie. Non, mais j'acquiesce. Donc c'est vrai que ce qu'on disait aussi dans le guide, c'est important de se mettre, on va dire, à leur côté, d'être au courant de leurs usages, de leurs pratiques, ce qui n'est pas toujours facile parce que ça va extrêmement vite. C'est-à-dire qu'effectivement, on en parlait de TikTok en 2020, Nasser, vous commenciez sur France Info. TikTok n'existait pas il y a 10 ans, donc ça veut dire, pour tous ceux qui abordent ces questions avec les jeunes, d'être en permanence sur les trends, c'est ça ? C'est aussi que ça a pris une puissance incroyable. Je crois que le compte de Brut est à plus de 9 millions d'abonnés. Donc ça dépasse même les jeunes. Je pense que tout le monde est aujourd'hui sur ces réseaux-là. Donc je pense que oui, en quelques années, en 4 ans, l'écosystème a été bouleversé par TikTok en grande partie, et tous les réseaux ont essayé de courir après pour essayer de rattraper en faisant des reels, 1 minute, puis 3 minutes, puis TikTok, YouTube avec les shorts. Donc tout le monde a essayé de se mettre à la sauce TikTok. En élargissant aujourd'hui le spectre, en autorisant des vidéos de plus d'1 minute. Mais c'est vrai que TikTok a complètement changé la manière de faire sur ces réseaux. Et donc ça nous impose à nous, on va dire, ceux qui sont formateurs en EMI, en tout cas, d'être en permanence au courant, de savoir, de comprendre et de ne pas passer à côté de certaines choses. Oui, clairement. Et on n'a pas fini parce que c'est TikTok aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça va être demain? Et c'est ça la grande question aussi, c'est qu'on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Mais en effet, il faut être présent régulièrement et s'informer et se tenir au courant. Et surtout auprès des jeunes, il ne faut pas passer pour un ringard. Si on passe pour un ringard, c'est fichu, l'échange est foutu. Il ne faut pas arriver avec sa casquette de journaliste, de sachant, en s'imposant. Surtout pas. Parce qu'en fait, on crée une barrière tout de suite. Il faut se mettre à leur niveau. C'est pour ça que regarder leur smartphone et leurs algorithmes, c'est assez intéressant parce que tout de suite, on est dans leur monde, dans leur univers. Et puis, on n'est pas non plus un prof. Et ça, c'est vraiment important aussi. C'est que chacun son métier.
Et nous, on est là pour leur donner les clés pour avancer, développer leur esprit critique et puis comprendre ce qui est, enfin, différencier une info d'une rumeur. C'est bête, mais c'est vraiment la base de tout. Alors, merci à vous trois pour cet échange. Vous aurez l'occasion ensuite de poser vos questions. Mais juste avant, j'aimerais qu'on accueille Mathilde Combe, qui est chargée de mission de la délégation à la régulation des plateformes numériques au ministère de la Culture. On a beaucoup parlé des plateformes. Et du coup, c'est intéressant de vous avoir pour que vous nous parliez un peu de ce qui est fait en termes de régulation. On en parle beaucoup, de pluralisme algorithmique, etc. Donc, je vous laisse d'abord nous parler et nous expliquer quel est le rôle de cette fameuse délégation à la régulation des plateformes numériques. Alors, merci beaucoup d'abord à l'association Respect pour ce super événement très enrichissant. Et ça nous permet vraiment de voir les synergies qui existent en fait entre les initiatives associatives, des médias et donc des pouvoirs publics. Donc moi, effectivement, je suis chargée de mission à la délégation à la régulation des plateformes numériques. On va dire DRPN, ça sera beaucoup plus simple. Je suis désolée par avance parce que je vais utiliser beaucoup d'acronymes pendant cette présentation. Voilà. Donc très rapidement, avant d'évoquer le rôle de la délégation, je pense que je vais faire très rapidement une passe sur l'organisation du ministère de la Culture, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, le ministère de la Culture, c'est une grande maison qui est composée de plusieurs directions. Par exemple, la direction des patrimoines, la direction de la création artistique. Et donc la DRPN fait partie de la Direction générale des médias et des industries culturelles, DGMIC pour les intimes. Donc la DGMIC, elle définit, elle met en œuvre et elle évalue la politique de l'État en faveur du développement du pluralisme des médias, mais aussi de l'industrie musicale, du livre, de la lecture, et de l'économie culturelle, et donc de la régulation des plateformes numériques. Alors, pour me concentrer sur les missions de la DRPN, puisque c'est ce qui intéresse particulièrement le sujet de ce soir, donc la DRPN, elle a été créée en 2021, donc finalement c'est très récent, au sein du ministère de la Culture, suite à la montée en puissance des enjeux du numérique. Alors, quel est le rôle de la délégation ? Elle est chargée de concevoir la politique de l'État en faveur de la régulation du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons une mission du coup donc de veille technologique des différents enjeux sociétaux et des défis de manière générale posés par le numérique. Donc nous réfléchissons à ces différentes problématiques. Nous analysons également les modèles économiques des plateformes en ligne, dont on a eu l'occasion justement de parler. Pourquoi ? Pour élaborer et rédiger le cadre juridique qui encadre ces plateformes numériques. Parce que c'est vrai qu'instinctivement, on a tendance à penser que c'est le Far West, mais non, il existe bien un cadre juridique qui est certes très récent, mais qui est très ambitieux pour le coup. Donc voilà, donc nous on est chargé de mener des réflexions finalement très transversales. On réfléchit par exemple aux questions de protection des mineurs et donc plus généralement on travaille aussi sur les questions de qualité de l'information qui est une mission en fait au cœur de la DGMIC. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que la délégation elle n'a pas de rôle opérationnel, elle a un rôle purement donc normatif d'élaboration des normes. On a eu l'occasion en concertation avec évidemment les ministères concernés, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais on a eu l'occasion d'élaborer la position française sur le fameux DSA dont vous avez parlé, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail plus tard, sur le DSA, mais aussi sur le Digital Market Act, le DMA, sur également le règlement pour l'intelligence artificielle. Et nous avons pour partie aussi assuré l'implémentation donc de ces règlements dans notre droit national à travers la récente loi sécuriser et réguler l'espace numérique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà pour un panorama assez général de mission de la délégation. Alors, est-ce qu'on peut, avant d'arriver sur le DSA, qui est un sujet, je pense qu'il pourra vraiment être intéressant pour ceux qui ne l'ont pas encore creusé, on rappelle les différents acteurs qui s'occupent de réguler les plateformes, puisque les plateformes sont régulées, même si c'est parfois compliqué. Oui, alors tout à fait. Donc, je disais que nous élaborions le cadre pour la régulation des plateformes numériques. Évidemment, nous ne sommes pas seuls. La régulation du numérique en France, aujourd'hui, elle fait appel donc à plein de services de l'État divers et variés, mais aussi à des autorités publiques administratives indépendantes. Alors, premièrement, donc, on élabore en collaboration avec les ministères concernés suivant le sujet. Donc,
ça peut être le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, évidemment le ministère ou le secrétariat d'État, ça dépend, en charge du numérique. Nous avons également un pôle homologue chargé de la régulation à Bercy aussi, donc le ministère de l'économie et des finances. Après, il existe aussi des services plus opérationnels. C'est le cas par exemple de Viginum, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un service opérationnel de l'État qui a pour mission de détecter et de caractériser les ingérences numériques étrangères qui affectent le débat public. Donc eux, ils ont une mission vraiment opérationnelle d'observation de ce qui se passe sur le terrain, enfin en ligne. Et alors, au cœur de la régulation, il y a récemment donc 2 nouveaux acteurs qui sont donc au cœur de cette régulation. Au niveau national, il s'agit de l'Arcom, qui est donc le régulateur audiovisuel historique, mais qui a maintenant, dorénavant, depuis le DSA et la loi SREN, la casquette aussi de régulateur numérique, des services numériques. Et puis également la Commission européenne. Alors, la répartition est un petit peu délicate à expliciter tant que je n'ai pas évoqué la question du DSA, parce que c'est étroitement lié du coup à ce texte. Donc peut-être du coup, je sais quoi, le DSA, qu'est-ce que c'est? Ça fait un peu moins d'1 an que c'est en application. Et l'idée, c'était quoi? De réguler ce qui se passe sur les réseaux et de mettre un règlement européen pour essayer de gérer tout ça? C'est ça, effectivement. Alors, l'idée, donc, déjà, c'est que les acteurs qu'on cherche à réguler sont bien souvent situés à l'étranger, rarement en France. Et donc, l'idée, c'était d'enclencher une régulation à échelle européenne qui nous a semblé être l'échelon le plus pertinent afin d'élaborer un texte assez inédit et ambitieux qui a été adopté assez récemment, puis c'était en 2022, et qui est rentré pleinement en application encore plus récemment, en février 2024, et qui ambitionne donc de répondre aux différents enjeux et défis posés par l'essor des plateformes numériques. Alors le principe à la base du DSA, c'est que tout ce qui est illégal hors ligne l'est également en ligne. Donc ce règlement vient fixer un ensemble de règles pour responsabiliser les plateformes numériques. Donc ça va être par exemple la lutte contre les contenus illicites, les contenus préjudiciables, donc par exemple les attaques racistes, les images pédopornographiques, etc. Et alors c'est un texte un petit peu particulier parce qu'il prévoit des niveaux de régulation différents selon les acteurs visés. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails juridiques, même si en étant juriste, c'est un peu compliqué. Donc pour prendre une image, le règlement, schématiquement, c'est une fusée à plusieurs étages. On va se concentrer sur 2 étages. Le premier, donc, il prévoit un premier sas de régulation qui va être applicable à certains acteurs concernés, donc des plateformes en ligne, les hébergeurs. On parle de qui là? Si on peut donner quelques noms. Alors, en l'occurrence, donc là, c'est absolument tous les acteurs qui sont visés par le règlement, donc que ça soit les très grands réseaux sociaux, ça peut être Meta, etc., comme un petit service de cache qui est chargé de fournir du contenu sur différents sites. Donc là, on parle vraiment du premier étage de la fusée. Et là, donc, le règlement vient imposer des obligations positives à ces acteurs-là. Donc, très concrètement, c'est par exemple le renforcement des moyens de modération. Ça va être de mettre en place des dispositifs de notification, de traitement des notifications, particuliers, mais tout en respectant la liberté d'expression des citoyens, parce que c'est vraiment un équilibre que le législateur a tenu à maintenir. Donc voilà, réguler, mais sans jamais entraver la question de la liberté d'expression, ô combien fondamentale. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage de la fusée, qui va peut-être davantage nous intéresser pour cette table ronde. Donc le DSA vient prévoir des obligations additionnelles pour les très grandes plateformes en ligne. Alors, quelles sont ces très grandes plateformes en ligne? Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche, Ce sont les plateformes qui dépassent 45 millions d'utilisateurs mensuels et qui sont expressément nommées par la Commission européenne. Donc là, je peux dire des noms. C'est Meta, c'est TikTok, c'est Twitter, etc., enfin X, et aussi des grands moteurs de recherche. Alors, ces acteurs-là, ils sont donc, comme je le disais, régulés par la Commission européenne, qui va être en charge de superviser, contrôler, sanctionner ces acteurs-là. Quelles sont les obligations qui donc leur incombent? Alors, d'ailleurs, donc justement, ces acteurs-là, ce sont principalement les réseaux sociaux dont on a discuté, qui peuvent être une chambre d'écho assez importante pour la désinformation. Donc, ces acteurs vont devoir analyser et atténuer ce qu'on appelle les risques systémiques, en fait, qui sont les effets négatifs induits
par leurs services sur les utilisateurs ou la société dans son ensemble. Alors ça paraît très abstrait dit comme ça. Réguler eux-mêmes en fait. En fait, c'est la logique de la compliance. C'est l'idée, en fait, donc le texte explicite certains risques qui peuvent être induits par les plateformes. Donc ça va être par exemple les risques au processus électoral, à la santé publique, à la sécurité publique. Il va aussi citer des mesures d'atténuation très particulières. Par exemple, donc on parlait des algorithmes de recommandation. Donc ça va être adapter la recommandation pour justement atténuer au maximum la réalisation de ces risques. Mais ce qui est très intéressant avec ce texte, c'est que finalement c'est très itératif, puisque c'est à charge pour les plateformes déjà d'évaluer au mieux les risques qu'elles sont susceptibles d'induire, et de proposer les meilleures mesures d'atténuation. Voilà. Alors, on parlait de la désinformation, donc c'est intéressant parce qu'on parlait du cas de l'astroturfing, justement, qui avait été mené auprès du candidat roumain. Alors, par exemple, le texte, il oblige les plateformes à être vigilantes concernant l'utilisation et la manipulation intentionnelle de leurs services. Donc, on parlait justement de la création de faux comptes, le recours aux robots, etc., afin de diffuser les fausses informations et entraînant donc des effets sur le processus électoral, sur la sécurité publique ou la santé publique. Donc là, par exemple, le cas de l'astroturfing en Roumanie, il est pile poil dans le cadre du DSA. Et d'ailleurs, la commission, évidemment, s'est saisie de ce sujet. Voilà. Alors après, il y a d'autres obligations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple... C'est très, très dense, le texte. Pardon. Oui, comme le texte est très dense et oui, beaucoup de choses. Exactement. Je vais pas vraiment sur le cas de la désinformation. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, donc les plateformes ont aussi l'obligation de donner accès à leurs données aux chercheurs labellisés, etc. Au niveau national, c'est la loi SREN, donc qui a permis l'implémentation de garantir en droit interne l'application de ce règlement. Alors concrètement, quelles sont les conséquences pour les plateformes si elles ne se conforment pas à ces obligations? Alors, les plateformes déjà, elles sont tenues de rendre des comptes à travers des rapports aux régulateurs concernés. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que concernant le premier étage de la fusée, c'est l'Arcom qui va être compétente pour donc les acteurs nationaux. Pour le deuxième étage de la fusée, c'est la commission qui va être compétente. Alors, il y a toujours des dialogues entre les différents régulateurs, ça c'est prévu dans le règlement. Donc, les plateformes, elles sont tenues de rendre des comptes sur ces mesures auprès des régulateurs, mais elles sont également soumises à des audits indépendants, très réguliers, qui sont chargés d'évaluer leur conformité à ce règlement. Voilà, et donc, dans le cas où ces plateformes ne s'y conformeraient pas, elles se verraient infliger donc des amendes et des astreintes à hauteur de 6% de leur chiffre d'affaires annuel mondial. Voilà. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce règlement, il commence tout juste. On n'a pas du tout encore mesuré l'ampleur des effets qu'il sera susceptible de produire. Tout l'enjeu de ce règlement, il réside en réalité dans la mise en œuvre, dans sa mise en œuvre, qu'on espère ambitieuse. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le règlement. Là, ce qu'on attend, donc ça vient d'être mis en œuvre, ça voudrait dire que potentiellement sur l'exemple roumain, s'il s'avère que TikTok a laissé faire, on va dire, tous ces faux comptes sans mettre de moyens en face, il pourrait éventuellement y avoir une sanction. Il pourrait potentiellement être, la plateforme pourrait être considérée comme effectivement ne respectant pas ses obligations qui lui incombent en vertu du DSA, et potentiellement. Alors moi, je ne suis pas régulateur, donc je vais m'en tenir à des éventuelles probabilités abstraites. Voilà, je laisse la commission qui est le seul juge à ce niveau-là. Voilà. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, donc les plateformes vont récemment rendre leur premier rapport à la Commission européenne, qui va donc, alors je crois d'ailleurs que c'est déjà dans les tuyaux, qui va avoir l'occasion de l'analyser. Et la Commission est quand même déjà, on voit quand même, elle se met en ordre de bataille, parce qu'ils sont recrutés effectivement massivement pour mettre en œuvre ce règlement, des centaines de postes. Mais ils ont déjà, par exemple, en octobre 23, réalisé une demande d'information auprès de Meta sur les détails des mesures qu'elle mettait en œuvre pour la réponse, en réponse à des crises, notamment au conflit Hamas-Israël. Et en février, elle a notamment commandé une enquête formelle pour TikTok pour les mesures mises en place à l'égard de la protection des mineurs. Voilà, donc il y a plein, alors j'en cite que 2, mais il y en a beaucoup soit de procédures de demande d'information ou soit de procédures d'enquête qui sont déjà dans les tuyaux de la commission. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Donc, à suivre pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions sur les prochaines évolutions du DSA. Je laisse la parole au public s'il y en a certains qui ont des questions à poser. Marie, est-ce qu'on peut prêter le micro si jamais il y a besoin? Merci.
Bonjour et merci beaucoup pour ces propos très intéressants. J'ai raté quelques minutes parce qu'il est difficile de se garer dans ce coin, mais je suis ravie d'être ici, même si je viens de l'autre bout de la planète, Boulogne-Billancourt. Merci. Une question et peut-être avant un petit mot. Je travaille dans ces domaines et cet après-midi, j'avais encore une conférence d'un groupe qui s'appelle le Cognitive Security Institute américain qui traite tout le problème de cognitive warfare, de tous ces domaines-là. C'est un groupe qui s'est formé il y a 2 ans et une des phrases qu'ils ont souvent dit, et ça va rassurer madame et aller dans votre sens, quelquefois les Américains sont tellement désespérés et leur réponse c'est « oui, mais on a l'Europe, ils vont peut-être réguler des choses qui vont rebondir chez nous ». Donc voilà quelque chose de très positif et de très bon. Question, vous parliez de citoyens qui pourraient certifier. Vous avez parlé ça en disant que peut-être par la certification, par les citoyens qui authentifieraient quelque chose. Comment serons-nous capables de certifier la certification des citoyens? Comment est-ce qu'ils ne seront pas créés par des bots? Enfin, voilà. Je serais ravie que ce soit ça, mais dites-moi comment. Voilà. Ah bah il y a deux questions dans votre question parce que il y a la question de la sécurité de la plateforme qui empêche les bots. Donc ça c'est des systèmes, je veux dire, c'est des questions de cybersécurité. Ça, vous pouvez tout à fait faire adopter des systèmes sécurisés qui empêchent les bots donc par exemple une solution qui est pas du tout une solution de cybersécurité mais très simple. Par exemple, si vous n'acceptez dans votre plateforme que les personnes qui ont un compte une adresse messagerie qui n'est pas, par exemple, Gmail ou vous voyez, mais qui est d'une institution professionnelle ou eh bien en fait, vous allez éviter beaucoup de bots parce que la plupart des bots en fait sont générés sur des adresses mail très au grand public. Voilà, je sais pas, chacun dans votre entreprise, vous avez peut-être une adresse mail professionnelle. Il n'y a pas beaucoup de bots qui ont cette adresse mail-là, vous voyez. Mais ça, c'est juste un système, d'amateur, si je puis dire. Après, vous pouvez sécuriser informatiquement votre système pour éviter les bots. Ça, c'est possible. C'est des questions de cybersécurité, en fait. Et puis après, il y a la deuxième question que vous avez posée, qui est celle, mais ça suppose, pardon, petite parenthèse, mais ça suppose évidemment de pas forcément viser toujours les mêmes échelles de participants. Vous voyez, à la plateforme. Si les grandes plateformes sont très vulnérables aussi aux bots, c'est parce que elles cherchent des quantités massives d'utilisateurs. Vous voyez, donc elles peuvent pas sécuriser de la même manière qu'une plateforme qui aurait d'autres échelles d'utilisateurs. Bon, en termes quantitatifs purement. Et puis l'autre question que vous posiez, c'est comment certifier ceux qui certifient. Et ça, c'est une régression à l'infini. C'est que on peut jamais avoir une certification parfaite, mais vous voyez, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une certification, même si elle n'est pas parfaite. Parce qu'après, voilà, c'est comme si vous me demandiez comment vous certifiez que France Info certifie bien, d'une certaine manière. On peut remonter à l'infini comme ça, mais l'enjeu, c'est d'avoir une pluralité de certifications possibles et de pouvoir choisir parmi ces certifications et d'accorder son crédit et sa confiance au tiers de confiance qui nous semblent les meilleurs, mais au moins avoir cette possibilité de choix. Voilà. Et après, évidemment, on peut imaginer que les votes se fassent en fonction de critères transparents. Par exemple, on choisit la plateforme de recommandation collaborative impose certains critères et dit vous votez en fonction de la pédagogie du contenu, en fonction de la fiabilité du contenu, en fonction de l'originalité du contenu, etc. Une autre plateforme de recommandation collaborative pourrait choisir d'autres critères. Mais du moment que les critères sont transparents pour les utilisateurs, vous savez selon quels critères on vous recommande le contenu d'une certaine manière. Vous voyez, donc c'est voilà, un petit peu comme sur Wikipédia, il y a des dispositifs de certification qui sont mis en place, qui font que le texte qui est produit à la fin, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, il y a toutes sortes de biais, etc. On ne peut pas certifier à l'infini non plus, mais on a un texte qui a été produit à partir de règles qui sont transparentes, qui ont été discutées collectivement, etc. Et ça, c'est aussi un vrai enjeu pour les élèves, les étudiants, de participer à ce type de dispositif collectif-là, d'apprendre à travailler ensemble et à certifier ensemble des contenus. Voilà.
Bonjour. Peut-être une question à Mathilde Combe sur la régulation. J'en profite. Normalement, si je ne me trompe pas, les plateformes normalement sont censées mettre en place un contrôle technique au niveau de la majorité numérique sur l'accès des plateformes. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que apparemment la loi est passée, mais concrètement, on fait comment pour vérifier qu'un mineur ne peut pas créer un compte sur un réseau social, ne peut pas du coup avoir accès à ce type de contenu qui est peut-être pas adapté? Et pour rassurer aussi les parents qui sont aussi une autre donnée partie prenante de l'EMI, qui sont indirectement présentes peut-être ici ce soir aussi, mais voilà. Alors effectivement, question très intéressante et d'actualité, puisqu'en fait on voit que d'autres pays, notamment l'Australie, sont en train de tenter de mettre justement en place cette majorité numérique. Donc on va suivre les travaux avec beaucoup d'attention. Alors comme je disais, maintenant, aujourd'hui, la régulation et ces plateformes numériques, elles sont régulées au niveau européen. Donc si tant est qu'il doit y avoir une régulation et en tout cas un encadrement de cette majorité numérique, qui effectivement était issue d'une loi nationale, donc ça sera au niveau européen. Et je sais que voilà, effectivement, on est très attentif à ce sujet-là, à ces travaux-là. Et puis, voilà ce que je peux vous dire à ce stade des réflexions. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question pour Nasser. Il y a une étude qui est bientôt sortie, enfin qui va bientôt sortir, mais il y a des premiers résultats qui sont intéressants sur un groupe de lycéens à qui on a offert un abonnement presse digital. Et on a étudié leur capacité. Voilà, est-ce qu'ils consultaient les articles qui y sont faits? On s'est aperçu que non, ils ne les consultaient pas. On leur a posé la question et dans les réponses, ils disaient oui, je suis informé, j'ai consulté. Donc les chercheurs se sont dit en fait, soit ils mentent, soit il y a autre chose. Ils ne mentaient pas. En fait, c'est juste que quand ils reçoivent une notification comme Syrie, Bachar al-Assad fuit le pays, en fait, ils sont informés. Et ils n'ont pas cliqué sur la notification pour lire, par exemple, l'article. Et donc, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous arrivez à mesurer, je pense que oui, mais je ne sais pas à quel point avec leurs statistiques, sur les vidéos de C'est quoi l'info, à quel point est-ce que les personnes vont rester jusqu'au bout? Et est-ce que vraiment, vous ne le saurez jamais si vraiment ils ont regardé, ils étaient devant l'écran à être... mais je suis persuadé qu'ils le sont. Mais voilà, est-ce que vous avez des retours là-dessus et même dans les dialogues que vous pouvez avoir avec les jeunes directement? Alors, dans les analytics, donc si on parle en termes de chiffres, on voit ce qu'on appelle le taux de complétion. Donc, en fait, on voit quand est-ce qu'ils ont arrêté. Je regarde pas ça tout le temps parce que j'ai pas forcément toujours envie de savoir, mais globalement, quand le sujet les tient et que ça les intéresse, ils restent. Voilà, c'est pas toujours vrai, c'est vrai que beaucoup partent très tôt, notamment sur TikTok, mais on a des résultats surprenants, par exemple sur Snapchat, qui est un réseau où en fait on peut passer de chiffres plutôt bas à des chiffres très hauts sur certains sujets. On voit qu'ils sont restés sur parfois des stories qui durent 3-4 minutes, ce qui est relativement long. Hein. C'est pas la durée d'un reportage en JT 20h, 3-4 minutes. Donc ça dépend. Après, globalement, sur TikTok, c'est beaucoup plus court qu'ailleurs, clairement. On voit que sur Instagram et sur YouTube, les longues, forcément, ils restent plus longtemps parce que ça les intéresse et que c'est vraiment affinitaire. Sur TikTok, c'est plutôt court. C'est vrai que c'est plutôt court, mais sur certains sujets, ils restent. Et dans le déclaratif, ça apprend avec des pincettes. En même temps, c'est aussi vrai d'adulte, hein, ce truc de dire j'ai reçu une notification, donc j'ai l'info, j'ai pas ouvert la notif, j'ai juste lu le titre. C'est aussi des choses qui arrivent à des adultes. Il y a plein de gens qui postent des articles sur Twitter sans même avoir ouvert l'article. Donc voilà, mais globalement, c'est quelque chose qu'on regarde, notamment sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Voilà. Est-ce que je veux tout le temps la réponse? Je ne sais pas, mais parfois c'est cool de l'avoir. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Dans le contexte géopolitique extrêmement incertain, est-ce qu'il faut s'intéresser aux pays d'origine des plateformes de réseaux sociaux? Parce qu'effectivement, TikTok, à ma connaissance, c'est quand même la Chine qui est derrière. Alors, qui veut répondre à cette question?
Non, j'ai pas de réponse précise, mais je pense qu'effectivement, c'est une question importante et qu'il faut s'y intéresser, oui. Et par ailleurs, il me semble que l'algorithme de TikTok en Chine n'est pas le même que l'algorithme de TikTok pour les autres pays qui utilisent cette plateforme, ce qui devrait déjà nous interroger un petit peu. Donc, voilà. Oui, parce que le TikTok des ados chinois est complètement différent du TikTok des nôtres, paraît-il. Je crois que c'est pas la même chose. Après, sur C'est quoi l'info, on se dit que c'est notre service, c'est notre rôle de service public d'être présent partout. C'est notre postulat de départ et le fait de notre présence sur TikTok. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas sur X, parce que notre public n'est pas sur X. Donc on s'adapte aussi aux usages, mais c'est une question. Ouais. Oui, je pense que c'est pas. Je disais pas ça pour remettre en question la présence des journalistes, parce que je pense qu'effectivement c'est une nécessité d'être présent. Bon, une fois que la plateforme est là. Enfin bon, donc mais plutôt, bah voilà, dans l'éducation aux médias, c'est des questions qui, je pense, qui sont intéressantes aussi à soulever, même auprès des jeunes. Hein, après tout, parce que vous savez, on avait les mêmes types de questions. Enfin, c'est pas d'un point de vue forcément géopolitique, mais enfin les industriels de la Silicon Valley ne souhaitaient pas que dans leurs écoles on utilise le smartphone, les écrans. Beaucoup de ceux qui ont contribué à la création de Facebook sont revenus dans l'après-coup en disant qu'ils interdisaient à leurs enfants d'utiliser ce réseau social. Donc ce sont aussi des questions, je pense, qui doivent nous interroger pour faire réfléchir les plus jeunes à ces plateformes-là aussi, et peut-être les amener vers d'autres plateformes qui peuvent être peut-être un peu plus éthiques. Voilà. Est-ce que certaines personnes du public ont d'autres questions? Écoutez, merci à vous d'avoir participé. Est-ce que si vous voulez... Voilà, merci à tous.